Tout va pour le mieux dans la galaxie Mission Impossible. Ghost Protocol fut un franc succès, réussissant à remettre la saga sur des rails solides et consolidant la place de Tom Cruise en tant qu'Ethan Hunt, qui a décidé de ne plus vraiment s'embarrasser avec l'intime du personnage comme ça avait été le cas dans le 3. Bref, le virage entrepris par le 4 a plu à tout le monde, et donc c'est quasiment sans réfléchir qu'un 5e film est envisagé. Tom Cruise plaça son homme de confiance du moment, Christopher McQuarrie, qui était déjà intervenu sur les scénarios du 4. Mais surtout, McQuarrie avait prouvé qu'il était totalement apte à mettre en scène Tom Cruise dans de l'action, avec le très sympathique Jack Reacher. Et surtout, il a une relation de longue date avec Tom Cruise parce que c'est celui qui avait signé le scénario de Valkyrie, réalisé par Bryan Singer, mais aussi le scénario de Age of Tomorrow, réalisé par le mec dont j'oublie toujours le prénom. Et il faut savoir qu'en termes de scénario, McQuarrie c'est quand même pas le dernier des pimpins, parce que c'est lui qui a signé Usual Suspect, rien que ça. Et donc avec une fibre scénaristique telle, McQuarrie ne peut pas s'empêcher de fourrer son nez dans le scénario de Rogue Nation. À la base, le film avait été écrit par Drew Pearce, qui a été co-scénariste sur Iron Man 3 avec Shane Black, et qui réalise le film Hotel Artemis qui est sorti la semaine dernière. Coïncidence ? Je ne pense pas. Et bref, McQuarrie il explique qu'une fois qu'il met son nez dans un scénario, en fait un scénario pour lui c'est comme un domino, quand tu en fais tomber un, tu es obligé de tout refaire à zéro parce que tout change, donc finalement il va finir par être crédité en tant que scénariste au générique. Donc si tout se passe bien pour Tom Cruise, on peut pas en dire autant de son alter ego, Ethan Hunt. Rogue Nation est le premier film à vraiment suivre le précédent en construisant son récit en réaction aux événements de Ghost Nation. Ethan Hunt et son équipe y traquent le Syndicat, une organisation criminelle quasiment légendaire dont aucun gouvernement ne croit en l'existence, et qui serait responsable d'une multitude d'accidents autour du monde provoquant de multiples bouleversements géopolitiques. Alors qu'il pense recevoir un ordre de mission, Ethan Hunt est en fait piégé par le Syndicat et fait face à son nouveau némésis, un des meilleurs antagonistes de la saga, Salomon Lane, interprété par le très anguleux, à la voix nasillarde, Sean Harris. Pendant que Hunt est prisonnier, la CIA, incarnée par Alec Baldwin, réussit à faire fermer la IMF. Grâce à l'aide d'une mystérieuse femme, Ethan Hunt arrive à s'échapper, mais se retrouve traqué par la CIA qui le considère comme un fugitif. Donc seul, traqué par les siens, il va tout faire pour réussir à prouver l'existence du syndicat et le faire chuter. Beaucoup de choses font de ce Mission Impossible probablement le meilleur de la saga. Déjà, cet épisode s'inscrit de manière empirique dans la saga, c'est-à-dire qu'il construit sur ce qui s'est passé dans le 4. Et ça, c'est quasiment une première en 5 films. Et cette construction empirique vont amener une thématique, un questionnement, qui sera mais vraiment salutaire à la saga. Le questionnement, c'est est-ce que Ethan Hunt ne serait pas en fait un danger ? Est-ce que Ethan Hunt ne serait pas en fait un peu un fou ? Car il faut se souvenir qu'à la fin de Ghost Protocol, une explosion nucléaire sur la côte ouest des États-Unis a été évitée à quelques secondes près par Ethan Hunt, qui avait d'ailleurs lui-même fourni les codes de lancement aux terroristes plus tôt dans le film, justement pour l'attraper. Cette fin de film ultra tendue dans le 4 et remplie de suspense, est revue avec un regard hyper froid dans le 5e épisode. Et l'hypothèse que Hunt aurait justement pu échouer à une seconde près est envisagée par les hautes instances. Les agissements de l'IMF sont remis en question, son succès est maintenant vu plus comme de la chance que de la maîtrise, ce qui provoquera la fermeture de l'IMF et le transfert de ses membres à la CIA. Cet état d'esprit va générer un traitement pour Ethan Hunt qui va être passionnant, où il n'est plus vu comme un simple agent secret, mais comme un fanatique. Un homme incontrôlable pour qui le fait de vaincre son adversaire est devenu sa seule manière d'exister. Donc même si les personnages qu'il suivent, comme Benji et Luther, lui font confiance et le considèrent comme leur ami, il plane vraiment un doute sur les agissements de Hunt, même sur sa santé mentale, n'est-il pas devenu fou ? Bref, ce doute est toujours exprimé en face à face par le personnage de Brent. Ce traitement ambigu d'un personnage qui depuis le début est considéré comme un héros infaillible avait certes commencé dans le 4, mais trouve un vrai impact, une réelle dimension intime dans ce 5e épisode. Hunt devient une sorte de mythe vivant dont les exploits sont quasiment des légendes urbaines parmi les autres membres de l'IMF. Comme celle qui bosse au magasin de disques. Par exemple, elle lui dit « Mais c'est vraiment vrai ce que vous avez fait ?» Et lui, il regarde en souriant, l'air de dire « Je entretiens ma légende ». Dans ce film, Hunt ne va plus être considéré comme un simple humain. Hunt va être traqué comme on traque une bête, et Luther en parlera comme d'un animal inattrapable. Hunt est maintenant un homme au-dessus des capacités d'un être humain. Donc par exemple pour Benji, c'est une évidence que Hunt pourra retenir sa respiration 3 minutes le temps d'effectuer le braquage sous-marin. Hunt n'est plus humain en fait. Hunt meurt même pour la 2e fois de la saga quoi. Là il est en train de dépasser Jésus en termes de résurrection quoi. Donc maintenant, Ethan Hunt n'est plus un homme. Il est comme dit le personnage d'Alec Baldwin dans le film, la manifestation vivante du destin. Sans mission, sans but, il n'est plus. Il existe uniquement car il doit gagner. Et cette thématique est aussi traitée par le prisme d'un nouveau personnage, le meilleur ajout à la saga depuis Benji dans l'épisode 3, celui d'Isla Faust, agent secret britannique qui est chargé d'infiltrer le syndicat
et qui va se retrouver en fait perdu entre ces deux entités, étant incapable d'avoir confiance en aucune des deux. Sa relation avec Hunt est une des grandes forces de ce film, car ils sont d'égal à égal. Elle est aussi forte que lui, elle est aussi bonne pilote que lui, voire meilleure, et elle est tout autant manipulatrice. Elle génère une relation qui, malgré plein de respect, est totalement imprévisible, car la confiance est difficile, voire quasiment impossible à obtenir entre agents secrets. C'est elle qui aborde frontalement la thématique du sens de la vie pour Ethan Hunt. Isla agit en fait comme un miroir d'Hunt, mais un miroir qui n'aurait pas encore vécu tout ce que lui a vécu. Elle n'est pas morte 2 fois par exemple. Elle va lui proposer de tout lâcher, de partir loin, en laissant leurs gouvernements respectifs, qui de toute manière ne leur font pas confiance, gérer les problèmes de ce monde. Mais Hunt a déjà essayé ça, et il en est mort dans le 3e épisode. Alors certes il a ressuscité, mais son rêve d'une vie simple est mort avec lui à ce moment-là. Maintenant, il est motivé uniquement par le besoin de gagner, le besoin d'action, le besoin d'adrénaline, le besoin d'être une légende. On notera le parallèle flagrant avec la carrière de Tom Cruise, mais ça ce sera le sujet d'une autre vidéo. Ethan Hunt, Rocky, même combat. Enfin, au bout de 5 films, le personnage d'Ethan Hunt, fluctuant et insondable depuis le début de la saga, trouve enfin une réelle personnalité parfaitement cohérente avec tout ce qui lui est arrivé dans les 4 précédents films. Hunt est tout simplement le destin. Au-delà d'avoir enfin réussi à cerner le personnage de Hunt, le film délivre avec une fluidité déconcertante un enchaînement de séquences aussi variées que réussies. L'intro, par exemple, surfe sur l'alchimie de l'équipe créée dans le précédent. Alors ok, Paula Patton est étrangement plus là, et elle a été remplacée par Luther, mais la dynamique comique fonctionne très bien, on sent que Jeremy Renner et Simon Pegg sont très heureux de reprendre leur rôle, et Vic Grimes s'insère vraiment très bien dans cette bande. Alors certes, ça manque un peu de présence féminine, mais vu que Isla Faust arrive un peu après, ça compensera. L'équipe est finalement dissoute assez vite, et la suite jouera plus sur Hunt et ses relations avec Benji et Isla. La dynamique entre Hunt et Benji est intéressante parce que Benji, lui, va suivre Hunt vraiment par fidélité, mais il va quand même halluciner continuellement des agissements de ce dernier, quoi. Alors que par contre, Isla et Hunt, eux, entretiennent une relation très ambiguë. C'est une relation qui est entre la tension sexuelle et le respect, mais il y a à la fois une impossibilité totale de se faire confiance. C'est une des relations les plus complexes et les plus passionnantes de toute la saga Mission Impossible. Et c'est une très bonne chose qu'elle revienne dans le 6. L'inventivité sans fin de Brad Bird laisse sa place ici à l'efficacité et surtout la roublardise de McQuarrie. McQuarrie aime vraiment jouer avec nos attentes. Et ça, toujours avec un dynamisme ultra soutenu. Chaque séquence va comporter un grand nombre de surprises, qui certes vont être simples, mais qui vont soit ajouter du suspense, soit de la tension, soit de l'humour. Ça commence dès la première séquence, avec Hunt accroché à un avion au démarrage. Probablement la séquence emblématique de l'implication de Tom Cruise dans la saga en général, et principalement sur cet épisode, voilà. Tom Cruise s'est accroché à un avion au décollage pour de vrai, et ça, respect. Parce que cette séquence a été réalisée sans trucage numérique. Si, le trucage numérique, c'est qu'ils ont effacé le câble qui l'accrochait, pour faire croire qu'il se tient juste avec ses mains. C'est une séquence où Tom Cruise l'a vraiment fait. Et c'est d'ailleurs la séquence qui sera utilisée pour la promo. C'est un peu la marque de fabrique de la saga Mission Impossible. À chaque fois, il y a une cascade extraordinaire que Tom Cruise va faire, et cette cascade sera mise en avant pour vendre le film. Alors certes, cette séquence est spectaculaire dans ce qu'arrive à faire Tom Cruise, mais en termes de ce qui se passe à l'écran, je la trouve finalement pas si passionnante que ça. Dans cette séquence, Benji par exemple doit ouvrir la porte pour Hunt. Mais quand il le fait, ce n'est pas la bonne porte qu'il ouvre. Ce petit contretemps apporte une rupture qui relance notre intérêt pour l'action. Ce procédé, McQuarrie va l'appliquer quasiment systématiquement. Par exemple, quand Isla donne les clés à Hunt, et qu'en fait, il ne peut pas ouvrir ses menottes. Et il doit donc s'échapper d'une manière totalement athlétique et hyper impressionnante. Voilà, on pense qu'il va réussir à les ouvrir tout de suite, et non. Ou sinon, la séquence d'intervention de la CIA à Cuba pour interpeller Hunt. C'est une séquence qui va reprendre un procédé de montage utilisé dans Le Silence des Agneaux, donc on pense que l'équipe progresse vers la chambre dans laquelle se trouve Hunt, et en fait quand la porte s'ouvre, on se rend compte qu'en fait non, Hunt n'est pas dans cette pièce, Hunt est à Paris. McQuarrie joue encore une fois avec nous, par exemple avec le chancelier autrichien. À la fin de toute cette séquence à l'opéra, où on pense que Hunt a réussi à avoir sauvé le chancelier de justesse de 3 tireurs, pour qu'en fait, non, le chancelier explose à cause d'une bombe dans sa voiture. Cette volonté de McQuarrie de nous surprendre perpétuellement va même lui faire quelque chose qu'aucun autre réalisateur de la saga n'avait fait jusqu'à présent. Durant la préparation du braquage sous-marin, il va insérer des espèces de flash-forward où l'on voit Benji mettre le masque et Benji se faire électrocuter dans un couloir, qu'ils sont en fait des suppositions du futur qui ne sont jamais arrivées. Et cette volonté de surprise est présente aussi dans les grandes lignes du scénario. Le film ne va pas jouer sur un énorme retournement de situation comme dans le 1 par exemple, mais sur une succession de moments surprenants, qui vont à l'encontre des codes habituels. Donc par exemple, au lieu de recevoir une mission au tout début comme on s'attend, Ethan Hunt reçoit en fait un message du syndicat. La stratégie dramaturgique de McQuarrie en fait est de nous faire alterner les points de vue pour qu'à chaque fois on adopte celui du personnage qui en sait le moins sur l'action pour finir par être surpris. Par exemple, au début du film, pendant toute une partie, on va suivre Benji, il reçoit des tickets pour l'opéra de Vienne, il y va, et là, surprise, on découvre qu'il va être recruté par Hunt pour l'aider dans une mission à l'opéra.
À partir de là, on change de point de vue, on passe dans le point de vue de Hunt, et Hunt découvre avec surprise le plan du syndicat à l'opéra pour tuer le chancelier. Ensuite, par exemple, durant toute la séquence du braquage sous-marin, on va être dans le point de vue de Hunt et de Benji. Ce qui fait qu'on va être surpris quand on va découvrir qu'Isla les a trahis. Et ensuite, par contre, on va être Isla quand elle va donner la clé à son gouvernement, et que son gouvernement va la trahir, donc on va encore être surpris. Ce processus d'utiliser le point de vue du dindon de la farce, un peu, va être utilisé vraiment à toutes les séquences. Par exemple, on va être dans le point de vue de Hunley quand Hunt se déguise en chef des services britanniques. Ce qui est peut-être la seule séquence vraiment téléphonée du film, principalement par le fait qu'au bout de 5 films, on connaît les codes de la saga. Donc quand on voit cette situation, on se doute que Ethan Hunt est sous un masque parmi l'un des personnages. Voilà, c'est peut-être le seul moment où vraiment le film est un peu trop sûr de lui, mais c'est majoritairement dû au passif de la saga plutôt qu'au film en lui-même. Et pour finir sur cette histoire de point de vue, à la fin, on va par exemple au départ être Ethan Hunt qui débarque au rendez-vous et qui découvre qu'en fait Lane n'est pas présent mais qu'il utilise Benji pour réussir à effectuer sa transaction. Et subtilement en fait notre point de vue va changer et on va devenir Lane au moment où Hunt, lui, a tout son plan en tête et on comprend qu'en fait Hunt a une longueur d'avance sur Lane avec cette histoire du fait qu'il ait mémorisé tous les comptes en banque alors que Lane pensait qu'il allait juste lui filer une liste de codes et donc là maintenant on est dans le point de vue de Lane et on ne sait plus ce que Hunt va faire. Voilà, c'est toujours la même mécanique que Macquarie va utiliser et ça fonctionne vraiment très bien. Cette structure scénaristique permet de ne jamais être en avance sur l'histoire et donc de garder un réel intérêt à chaque seconde durant l'action. Et en termes d'action, le film délivre tout ce qu'on pourrait attendre d'un Mission Impossible, voire un peu plus. Notamment au milieu du film, un enchaînement braquage sous-marin, poursuite en voiture, poursuite en moto, le tout au Maroc qui pendant une demi-heure ne nous lâche pas d'une seconde quoi. Macquarie a une mise en scène vraiment simple et efficace des scènes d'action. Par exemple, toute la séquence sous-marine où Hunt doit remplacer le profil numérique est en fait un seul plan séquence. Alors certes, entrecoupé par des actions de Benji et Isla, et ce procédé-là offre une réelle simplicité mais à la fois une vraie virtuosité dans la séquence. Et en plus, ça permet que ce soit jamais tape à l'œil. Même si pour le coup, ça l'est déjà un peu plus que dans tous les autres précédents, ce coup du plan séquence sous-marin. Et surtout, il y a toujours sa roublardise habituelle. Par exemple, avec Hunt qui arrive à éviter un pylône hyper facilement pour s'en prendre un autre 2 secondes plus tard. Pour les poursuites en voiture, Macquarie avait déjà montré qu'il était plutôt doué dans le Jack Reacher, et là, il confirme totalement cela. Il laisse toujours la priorité au véhicule, à la sensation de vitesse et au pilotage. Réussissant très bien, malgré peut-être un montage un peu trop rapide, l'alternance des plans entre les comédiens qui sont au volant et l'extérieur de la voiture. Alors il est certes bien aidé par le fait que Tom Cruise pilote lui-même la bagnole. Pas sur tous les plans, mais sur une grande majorité des plans, c'est Tom Cruise qui pilote. Et ça, pour un réalisateur, c'est quand même quelque chose qui facilite la tâche. Tout ça, ça permet vraiment une séquence très lisible, et surtout, il y a une vraie sensation de réalisme. Et alors, cette sensation de réalisme, elle est décuplée quand Ethan Hunt enfourne une moto. Alors, cette course-poursuite en moto, elle est tout bonnement grandiose. Première chose intéressante, Ethan Hunt ne porte pas de casque, ce qui fait que l'on voit vraiment Tom Cruise piloter la moto plusieurs fois. Déjà, ça apporte un sentiment d'immersion et de réalisme. Mais en plus de ça, il utilise pas mal de plans POV, donc des plans à la première personne, pour nous mettre à la place de Hunt quand il est à 180 au milieu des camions. Et honnêtement, ce genre de plan, ça accentue énormément la sensation de vitesse parce que là, on est vraiment en train de vivre le moment présent que le cascadeur a conduit à fond entre des camions sur une autoroute, quoi. Alors certes, ça fait peut-être un peu jeu vidéo, mais vu que là, on n'est pas sur des images de synthèse, ça apporte quand même une touche de réalisme et on a l'impression d'y être vraiment. Le fait que cette séquence se passe sur une autoroute un peu au milieu de nulle part, permet à Macquarie de prendre de l'ampleur avec l'action. Et donc il nous gratifie de plusieurs plans aériens vraiment très beaux qui subliment le pilotage des cascadeurs. Là où précédemment, dans la poursuite en voiture, je le sentais un peu coincé dans les petites rues de la Casbah de Casablanca. Un autre exemple de la roublardise de Macquarie, et une dédicace à Guillaume, Guillaume Boucault avec qui je fais les idées reçues, c'est quand Ethan Hunt freine pour éviter de se faire tirer dessus et que son tireur se retrouve à percuter une voiture devant. Ça va à l'inverse de ce qu'on aurait l'impression qu'il va se passer. C'est inattendu. C'est de la roublardise macquarienne. Un des gros morceaux du film, la séquence à l'Opéra de Vienne, qui dure quasiment plus de 15 minutes, semble être une réponse au James Bond de Daniel Craig. Jamais un moment dans un Mission Impossible n'aura autant ressemblé à l'esprit d'un James Bond. Sûrement l'imagerie glamour d'un Ethan Hunt en costume-cravate au milieu d'une réception mondaine, ou par exemple il va croiser une femme fatale en magnifique robe jaune, ou peut-être aussi le fait qu'on se souvient qu'en 2008, James Bond était déjà allé dans un opéra dans Quantum of Solace, et même si les deux séquences n'ont pas grand chose à voir, il faut avouer que Mission Impossible 5 ridiculise totalement son rival sur tous les points. Le décor est magnifique et il est parfaitement mis en valeur, aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur. La reconstitution de ce qui se passe sur scène est plus vraie que nature, on y est quoi. Mais surtout la séquence est d'une virtuosité visuelle assez impressionnante.
On navigue entre les différents points de vue mais d'une manière ultra organique, grâce par exemple à des coupes visuelles parfaitement synchronisées avec les mouvements. Là par exemple, Benji rentre dans une pièce et on transitionne immédiatement avec le policier qui en sort d'une autre. Ce genre de transition d'un espace à un autre permet de ne jamais être perdu et de suivre ce qui se passe malgré l'absence de dialogue. J'aime aussi beaucoup la manière dont McQuarrie va par exemple introduire ce personnage de policier assez suspect. Donc on a Benji qui avance, la caméra va finir par s'attarder sur ce policier qui regarde le chancelier sortir de la voiture, et là on s'éloigne et on prend le point de vue de Hunt, et c'est comme ça qu'on devient Ethan Hunt. En 2 plans, on aura eu 4 personnages à l'écran, on aura compris la situation et on aura eu plusieurs points de vue. Ça c'est vraiment de la mise en scène, mais parfaite. Je trouve qu'il y a vraiment du McTiernan dans la mise en scène de McQuarrie. C'est-à-dire qu'il arrive toujours à très simplement nous situer l'action en termes de spatialisation, ce qui fait qu'on se pose plus de questions inutiles et on se concentre sur ce que les personnages font. Cette séquence fait aussi renouer la saga avec ses origines de base, celui du thriller Hitchcockien. Car tout ce passage est finalement quasiment un mini-remake de la séquence de fin du film L'homme qui en savait trop de Hitchcock, réalisé en 1956. Dans le film de Hitchcock, un assassin a prévu de tirer sur un ministre durant un concert sur une note de musique très précise. Et là, McQuarrie effectue le même procédé avec vraiment cette note de musique qui est plusieurs fois mentionnée. On sait que le tir va avoir lieu là. Le truc, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul tireur, il y en a 4 si on inclut Ethan Hunt. Il faut savoir que le film L'homme qui en savait trop a été réalisé 2 fois par Hitchcock. Il y a une version en 1934, mais Rogue Nation s'inspire clairement de la version de 56, qui est quand même plus aboutie que celle de 34. Pendant que je parle des hommages, je peux aussi par exemple citer ce petit hommage à mon avis à La Haine, avec ce plan d'enfilage du masque dans le miroir. Car McQuarrie utilise finalement la même technique que Kassovitz, où en fait tous les personnages qui sont de dos, où on pense qu'ils sont donc dans la réalité et pas dans le miroir, sont des doublures, et tout ce qu'on voit dans le miroir est en fait un faux miroir, avec les comédiens, les vrais comédiens derrière. Reste à parler de l'homme responsable des événements du film, Solomon Lane. Méchant mystérieux, qui contrôle un peu son monde dans l'ombre, sans jamais se mouiller. Alors Solomon, il a pas un coup d'avance, il en a 4 ou 5. Le mec doit être énorme aux échecs. Le dernier méchant charismatique dans un Mission Impossible, c'était Philip Seymour Hoffman dans le 3. Mais celui-ci avait vraiment un détachement vis-à-vis d'Ethan Hunt, ce qui d'ailleurs lui apportait vraiment une forme de menace, une forme de puissance. Le fait qu'il en ait rien à foutre de Hunt et qu'il se sente au-dessus de lui, ça faisait un peu flipper. Alors que Lane, c'est clairement une prolongation, une continuité du personnage de Hunt. Solomon Lane, en fait, c'est un agent secret qui a été poussé à bout par l'inefficacité de son gouvernement et qui va finir par prendre le devant lui-même. En fait, c'est un peu ce que Hunt pourrait devenir à force de se faire rejeter par son gouvernement. Chaque étape du parcours de Hunt a été prévue par Solomon Lane. Lane manipule constamment pour arriver à ses fins. La seule étape qu'il ne pourra pas anticiper, c'est la capacité d'Ethan Hunt à mémoriser un nombre de comptes en banque colossal. Mais vu que Hunt est le destin, son cran ou sa chance lui permettront de sauver Benji à quelques centièmes de seconde près, et à attraper Solomon Lane pour assouvir sa vengeance en lui rendant la monnaie de sa pièce. Mais au vu de la bande-annonce du 6, Lane n'a pas dit son dernier mot, et c'est tant mieux. L'incarnation froide, posée avec sa voix si particulière et le physique un peu reptilien de Shane Harris, permet à ce personnage de marquer immédiatement les esprits, sans même bénéficier de quasi aucune confrontation face à face avec Hunt. Et c'est justement ces méthodes qui en font quelqu'un d'aussi redoutable, car il a une capacité à ne jamais s'exposer. Utilisant par exemple un sbire dans l'opéra, avec quelque chose dans l'œil pour pouvoir voir à sa place, donc il regarde Hunt se faire étrangler dans son téléphone. Il y a quelque chose d'hyper froid et de vraiment manipulateur au point de voir son némésis se faire tuer par quelqu'un d'autre tranquillement comme si on regardait un texto. Et le paroxysme de sa stratégie arrivera à la fin où Solomon Lane utilise carrément Benji pour se confronter à Hunt. Il y a une forme de lâcheté et à la fois d'ingéniosité machiavélique géniale chez Lane. Rogue Nation en impose. Il fait preuve d'une profondeur et d'une cohérence nouvelle dans la saga, sans jamais que l'esprit original n'en soit perturbé. C'est un film qui construit sur tout ce que la saga a été jusqu'à présent. Ce qui, en plus de fournir une réelle satisfaction sur le moment, réussit à enrichir chaque film précédent. Et ce, principalement par le traitement magistral du personnage de Hunt. Sans cet épisode, il serait un peu resté la coquille vide au caractère interchangeable de film en film. L'ajout du personnage de Isla apporte à Hunt ce que Catwoman apporte à Batman. Une part d'humanité et surtout une relation d'égal à égal avec un personnage féminin. Car ils sont pareils, et c'est pour ça qu'ils ne pourront jamais se faire confiance. Ça a le mérite de s'éloigner vraiment du cliché de Julia dans le 3. Efficace, spectaculaire, élégant et drôle, le film n'a quasiment aucune fausse note. On sent que Tom Cruise a réellement trouvé le réalisateur parfait pour mettre en scène sa vision de la saga Mission Impossible. McQuarrie met clairement Tom Cruise en confiance, au point de pouvoir par exemple faire une blague sur sa petite taille, sujet connu pour être extrêmement épineux pour Tom Cruise. Donc s'il accepte de le faire, c'est qu'il a vraiment confiance.
Pour moi, c'est pas une surprise que McQuarrie rempile pour le 6. Alors certes, ça brise la tradition de changer de réalisateur à chaque épisode, mais je pense que Tom Cruise se sait un peu sur la fin, et préfère assurer le coup pour terminer la saga avec brio, plutôt que de tenter une nouvelle expérimentation qui pourrait tourner au ridicule, comme l'épisode 2 avec John Woo. Il est vraiment très proche de la fin, il va sûrement finir à 7 épisodes, et ce serait dommage de terminer sur une fausse note. Donc McQuarrie sait faire le taf, à mon avis le 6 va être énorme, on verra ça bientôt. Et donc je pense qu'il réalisera aussi le 7. Je donne à Rogue Nation un 4,5 sur 5. Voilà, meilleur épisode de la saga pour moi. Au départ, quand je l'avais vu pour une première fois, j'avais pas forcément apprécié plus que ça. Mais à la revoyure, c'est clairement le plus riche, le plus intense, le plus dynamique de tous les Missions Impossibles. Il a une espèce d'harmonie parfaite qui en fait un film énorme, qui ne s'arrête jamais, qui nous surprend constamment, avec des comédiens au top. Bref, c'est clairement le haut du panier dans ce qui se fait en termes de cinéma d'action hollywoodien à l'heure actuelle. C'est tout pour cette rétrospective Mission Impossible, ça a été un bonheur énorme de travailler sur cette saga, j'ai découvert plein de choses, j'étais très heureux de vous transmettre tout ce que j'ai appris et toutes mes théories et mes réflexions sur cette saga. Je vais voir Fallout dès qu'il sort, j'en fais la critique immédiatement, et je vais sortir aussi une vidéo bilan de la saga, et il y aura une vidéo sur Ethan Hunt qui sortira aussi prochainement. Voilà, je me suis plongé dans cet univers de Mission Impossible, je suis content d'en sortir avec toutes ces vidéos. Écoutez, merci à tous de m'avoir suivi, on se retrouve très vite pour une prochaine. Entre temps, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à mettre des commentaires sur ces choses que vous avez pu tiquer ou pas, à partager, et aussi aller sur mon lien Utip pour pouvoir regarder des pubs et me fournir un tout petit peu d'argent. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, bonne toile!